Hello! Et si on osait se poser une question un peu difficile, pas toujours agréable? A-t-on dans notre entourage professionnel des relations toxiques? Bonjour Catherine, bonjour Lucas. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence, bonjour Catherine. Alors Lucas, peut-être toi qui es plus spécialiste que nous, même si nous avons l'expérience, toi tu as en plus la connaissance. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une relation toxique dans le business? C'est une vraie question parce qu'au départ, je pensais que tu allais me parler, toi qui connais bien les relations toxiques, je pensais qu'il y avait eu un léger jugement dedans, mais c'était très drôle. Et l'idée, en fait, d'une relation toxique, c'est parfois assez particulier parce que ça ne veut pas toujours dire que les personnes sont de mauvaises personnes. Je tiens toujours à le préciser, ça Mhm. c'est très important parce que une relation toxique, c'est un mélange de deux personnes où le mélange ne donne rien de bon. C'est-à-dire qu'on peut être désaligné, on peut avoir une personne qui profite l'un ou l'une de l'autre, on peut avoir aussi des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes visions, qui se sont trouvées un peu par hasard et qu'on ne comprend pas toujours comment ils se sont rencontrés et que le hasard aurait mieux fait de ne pas les rencontrer. Et l'enjeu, en fait, moi je trouve dans une relation toxique, c'est un, l'énergie qu'elle dégage, deux, la possibilité positive de créer quelque chose, et trois, quel est le résultat qu'il en est. Ce qui veut dire qu'une personne peut tout à fait agir de façon saine, mais en association avec une autre personne, dans cette relation-là, il peut y avoir une toxicité, alors que ce n'est pas nécessairement la personne qui est toxique. Exactement. Ok. Tu prends quelqu'un qui est hyper organisé, hyper cadré. Et tu prends quelqu'un qui est en mode lâcher prise. Eh bien, la rencontre des deux, ils vont s'apprendre énormément. C'est-à-dire que l'organisé va apprendre le lâcher prise, normalement si tout se passe bien, et le lâcher prise va apprendre un petit peu l'ordre. Mais dans le quotidien, dans le temps, si tu as quelqu'un de hyper bordélique et quelqu'un qui est hyper structuré, ça risque à un moment de créer quelques tensions corporelles ou quelques tensions verbales. Et l'idée, c'est qu'à un moment, est-on fait pour aller vers son opposé ou son complémentaire? La réponse n'est pas toujours oui. On a parfois un besoin, simplement, de vivre avec ce qui nous convient et de ne pas toujours apprendre de l'autre. Pas toujours. Par rapport à ce que Lucas vient de dire, moi, je n'appelais pas ça relation toxique. J'appelais plutôt ça quelqu'un qui avait une opinion complètement différente, un regard différent de ce que je voulais faire. Mais bon, à force, évidemment, de me pencher sur le développement personnel, de rencontrer les bonnes personnes, je me rends compte effectivement que c'est toxique parce que ça peut clairement bousiller notre vision, nos objectifs, notre futur. Et je comprends maintenant pourquoi on appelle ça toxique, parce que ça freine clairement, ça nous empêche carrément d'avancer et de faire quelque chose qu'on a envie. Et comment vous détectez que la relation que vous avez avec quelqu'un qui, à la base, peut être tout à fait saine et équilibrée, devient à un moment donné toxique? Comment on détecte sur soi que là, la relation, elle est plus équilibrée et on rentre dans quelque chose qui devient nocif pour nous? Moi, j'aurais envie de dire, c'est quand je vois que je ne vais pas vers mes objectifs, vers, vers mes choix, en fait. Et chaque fois, je me dis, mais toutes les personnes à qui je parle, donc toutes les personnes toxiques, euh, euh, ne me laissent pas faire ce que j'ai envie, me donnent chaque fois, me font chaque fois une remarque du style, écoute, ça ne va pas marcher, t'es trop tard dans ce secteur-là. Enfin, il y a toujours quelque chose qui me freine, qui m'empêche de d'avancer. Hmm. Et tu pourrais éventuellement parler de toxicité dans ce cas-là, effectivement, mais est-ce que parfois on n'est pas notre propre toxique? Mhm. Parce que parfois on a cet auto-jugement qui vient. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est super important, c'est quand on parle de relations toxiques, il faut resituer le débat qui Mhm. est qu'est-ce qui fait que ça devient toxique? Ouais. Parce que si on prend la plupart des relations, les gens ont souvent une excellente intention de vouloir aider la personne. Par protection, par sécurité, Amour. par amour. Alors, pour moi, c'est pas de l'amour que de freiner quelqu'un, Mhm. mais par contre, c'est de l'attachement. Et ça, il faut vraiment distinguer amour et attachement. On se rappelle que dans l'amour du business, c'est autre chose. Mhm. C'est important de pouvoir distinguer qu'est-ce qui est motivant, qu'est-ce qui permet d'aller plus loin, de parfois je vais peut-être trop vite et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui resitue un petit peu mes idées et me permet d'y voir beaucoup plus clair sur ma vision, mon intention et mon objectif. Donc c'est là où je dirais, si on revient sur
à quel moment ça devient toxique? Parce que c'est peut-être ça une question aussi qu'il faut se poser, c'est Mhm. à quel moment ça devient toxique? Si systématiquement on a quelqu'un en face de nous qui nous dit ouais mais tu vas pas y arriver, qui entre dans ce qu'on appelle la dévalorisation, ou alors on a quelqu'un qui nous dit mais de toute façon t'arriveras jamais à quelque chose de bon, ça peut arriver, c'est souvent ce qu'on entend dans le passé avec soit des parents, des grands-parents ou des personnes simplement qui sont parfois aussi des amis, où il y a aussi parfois cette jalousie sur le résultat. Mais je dirais qu'une relation, elle devient vraiment toxique à partir du moment où on sent qu'on n'est plus aligné et en phase avec la personne sur l'avancement qu'on veut créer. On entre dans quelque chose qui est des visions différentes et l'autre ne veut pas que la vision de l'autre se crée. Ça qui est important. Toi, Laurence, au niveau des relations du business, est-ce que tu as déjà observé chez tes clients, dans ton passé, des relations où tu voyais très bien que la personne que tu accompagnais, elle était peut-être pas sur le chemin qui lui correspondait, qu'il y avait peut-être des freins au niveau relationnel? Oui, bah, je le vois toujours, même dans les nanas que j'accompagne. D'ailleurs, j'ai fait une petite statistique que je leur ai partagée. J'avais d'ailleurs voulu faire une story, mais mon micro n'avait pas été branché, donc du coup, le message ne devait pas passer à ce moment-là. Bah, moi, j'estime qu'à peu près 30% des femmes que j'accompagne ont un entourage que j'ai envie de qualifier de sain. Donc, il est sain dans le sens où il est porteur, les maris sont encourageants, ils sont vraiment là en mode j'accompagne et j'aide ma femme. Et donc ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis, il y a une catégorie voilà, de femmes célibataires, et puis il y a l'autre catégorie où, et c'est souvent des clientes aussi c'est plutôt des prospects qui n'arrivent pas alors du coup dans mon accompagnement, parce qu'elles peuvent être persuadées que je suis la solution à leur mise en action, à la création de leur business, mais lorsqu'elles discutent avec leur mari, c'est jamais le bon moment pour user ce budget dans l'accompagnement. Et donc là, on voit que le mari ne devient plus soutenant dans la création de l'entreprise de son épouse, et il est plutôt freinant. Après, je remarque aussi que la personne qui est à côté de soi peut avoir une grande influence sur son propre business, et on ne s'en rend pas toujours compte, même s'il est juste à côté, et ça peut être que ce soit un époux ou une épouse, le fait d'être énergétiquement lié à une personne peut avoir une influence sur son business, même si les choses sont séparées dans la matière. Donc voilà. Et ça, c'est super important. Catherine, j'ai envie de te poser la question aussi. Est-ce que toi, on va être hyper franc, hyper authentique, Mhm. est-ce que tu as plutôt un entourage qui est soutenant? On pense à ton mari. Bon, on le connaît, donc on a un petit peu la réponse, hein, évidemment. Mhm. Mais je trouve que c'est important aussi parfois de donner des clés et des repères sur, tiens, voilà ce qui fait que je suis dans une relation positive, ou à l'inverse, voilà ce qu'il y a peut-être à améliorer. Parce qu'on a parfois des personnes autour de nous qui ne se rendent pas compte que Mm. par le conseil qu'elles nous donnent, elles nous éloignent. En fait, Laurence a parlé de clients, on parle effectivement, tu me demandes ici de mon entourage. C'est vrai que c'est une question de sécurité. Les personnes ont peur pour moi que je me lance dans... Et d'ailleurs, je viens de lancer encore un nouveau business. On a toujours peur que je me disperse, que je dépense trop d'argent, que je me trompe simplement. Et c'est là que je ne vois pas en fait tout ce qui est toxique parce que ça ne va pas encore loin assez. Parce que malgré ce qu'on me dit maintenant, je fais quand même. Donc, on va dire que j'écoute à moitié. Mais pour rebondir, Laurence parle client, je parle question privée, plus l'entourage, mais il y a aussi les fournisseurs aussi. Ça, je me suis rendu compte, les fournisseurs toxiques qu'il peut y avoir. Ici, le dernier business en date, donc c'est de la vente de vêtements en ligne. Les fournisseurs vous poussent des vêtements que vous n'avez pas envie d'acheter. Mais vraiment, quoi, c'est exagéré. Donc là, c'est un fournisseur, c'est fini. Moi, il est clairement barré. Je le sors vraiment de ma vie. Donc ça peut être un petit peu à tout niveau, toutes les relations, en fait. C'est vraiment tout l'entourage, mais pas que, clients, fournisseurs. Et tu dirais à ce moment-là, tu parles de ton fournisseur parce que c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, de l'ordre du prestataire de service Mhm. aussi. Tu parles ici de quelqu'un qui visiblement te poussait à autre chose que ce que toi tu cherchais. Ça voudrait dire que tu es aligné à ce que tu fais, que tu sais ce que tu veux vendre et à qui tu veux le vendre. J'ai envie de te dire oui, et en même temps, il y a cette petite incertitude qui dit est-ce qu'il n'a pas raison? Mais en fait, je ne le sens pas. Il y a quelque chose, je me dis non, je n'aime pas, on va dire un vêtement, je n'aime pas ce vêtement-là, je ne me vois pas le vendre, donc non.
Maintenant, il y en a d'autres qui poussent et je me dis, c'est vrai que c'est fort à la mode, pourquoi pas, ça peut marcher. Tu vois, donc il faut vraiment bien savoir discerner les deux. Tu as de tout. Tu as des gens très bien qui te poussent à la vente et tu en as d'autres qui te poussent vraiment pour éliminer leur stock et ils te vendraient un chiffon, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien, et c'est une clé sur laquelle je voulais venir, parce que la première clé de la relation toxique, c'est là où on te met le doute. Dès que tu as le doute par rapport à ta vision et ton alignement, c'est le pire moyen pour entrer dans une relation toxique, parce que dès que le doute est permis en disant « la personne le fait pour ton bien », oui, à ses yeux, à elle, Mhm. mais quel est ton propre bien? Et c'est là où, en fait, quand on veut une vraie solution pour une relation saine, c'est de savoir, mais tiens, la personne est différente de moi. Tu parlais tout à l'heure, Catherine, du besoin de sécurité. Moi, je te dirais, est-ce que le besoin de sécurité est important chez toi? Chez moi, par exemple, il l'est beaucoup moins. Par contre, le besoin d'ambition, le besoin de réussite, la connaissance, le partage, toutes ces valeurs-là sont hyper importantes. Et on a tendance, de moins en moins, heureusement, à reconnaître que la sécurité n'est pas l'unique facteur en entrepreneuriat, dans la vie personnelle, mais par contre, c'était une valeur qui était extrêmement véhiculée. Et c'est là où, en fait, dès qu'on va arriver à trouver, non pas, si on dit à quelqu'un la sécurité est toxique, c'est faux. Mais par contre, si la personne, son moteur, c'est la sécurité et que ça lui fait du bien, on y va. Mhm. À l'inverse, si c'est un frein pour elle, on agit avec une intention positive, Mhm. mais pourtant, on crée un résultat négatif. Mais tu parles de doute. Des fois, on ne voit rien arriver non plus, on ne voit rien venir. Donc, on se laisse un peu avoir. Moi, je le détecte par deux choses. Ah. Soit bah, la personne, elle m'épuise, donc j'ai pas envie de l'appeler, j'ai pas envie de la voir. Et quand je vois la personne, je suis fatiguée. J'ai ce coup de barre après le rendez-vous. Ça, c'est chez moi un premier signe. Le deuxième signe, c'est que je me suradapte constamment pour éviter le conflit. Donc là, je sens que le truc, il est moins aligné parce que tu peux très bien démarrer une relation hyper chouette, hyper saine avec quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps, s'enlise un peu et devient alors cette relation toxique, comme on appelle. Et donc là, chez moi en tout cas, il y a un mécanisme un peu d'ermite, parce que ça fait partie de mon fonctionnement, où je vais prendre beaucoup de recul, de distance, pour remettre un espèce de cadre dans la relation, pour essayer en tout cas qu'elle redevienne saine. Si je vois qu'il n'y a aucune issue dans la relation et que je ne vais pas arriver à quelque chose de sain pour moi, alors moi je suis assez radicale. Ça sort de ma life du jour au lendemain. Ciao bébé, hasta la vista. À la seconde même où c'est fini, moi c'est fini. Et peu importe qu'il y ait un lien de sang ou pas de lien de sang, pour moi une relation toxique, et d'ailleurs le lien de sang ne justifie pas de garder dans sa vie des personnes qui sont toxiques. Ça pourrait être intéressant, on va peut-être en parler après, mais de mettre des mots de somatisation, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe physiquement quand on a une relation toxique en business et en privé. Ça, je pense que ça peut être une vraie clé aussi sur laquelle on va rebondir. Alors moi, ce que j'ai déjà détecté chez moi, donc je dis pas que c'est dans mon fonctionnement, moi c'est la prise de poids. Mon corps il réagit et je prends du poids. Je réagirai pas là-dessus. Voilà. Et la fatigue. L'extrême fatigue et ce manque de force et de dynamisme qui, en général, me caractérise, je sens qu'il s'éteint. Et alors, j'ai cet effet, moi, d'ours, je reste à la maison et je veux voir personne. C'est quelqu'un qui pompe vraiment ton énergie, d'où tu te fatigues. Oui. Mais moi, je m'en rends pas compte, personnellement, du jour au lendemain. Non, mais ça ne ça t'empêche prend pas de du dormir. temps, quoi. Oui, c'est ça, Ouais. à force. Ouais. Et toi, Catherine, tu as déjà identifié éventuellement soit des relations toxiques, soit des somatisations qui t'arrivaient à ce moment-là? Peut-être que tu n'en as pas eu, hein, je ne sais pas. Moi, je dirais que ça me fatigue parce que je m'énerve. Je pense à une cliente notamment qui m'avait dit je prends des vêtements et pour finir je ne les prends plus. Ça peut arriver, je la comprends très bien, mais c'est quelque chose en fait qui me comment est-ce que je vais dire du coup j'ai plus confiance en cette personne-là. Je n'ai plus envie de discuter avec et du coup, je me remets en question de me dire, OK, il m'est arrivé cette expérience-là, comment est-ce que je peux faire pour ne plus que ça m'arrive? Tu vois? Donc, voilà, j'ai mis des choses en place pour effectivement, voilà, quand on me dit, tu sais mettre ça de côté, je te les prends, c'est terminé, je ne fais plus. Je ne fais plus ça. Donc tu réadaptes directement, Oui, c'est oui, oui, intéressant oui. ça.
Euh, Ouais, j'allais dire, et toi, Lucas? alors, je vais, parce que évidemment, ce n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a pas de relations toxiques et que parfois on est les meilleurs élèves de nos Mm. enseignements. Hein, c'est ça qui est parfois aussi assez intéressant. Moi, je dirais que je suis quelqu'un qui est naturellement, alors à la base timide. J'ai appris à me déployer et je pensais au départ que j'étais timide, mais au final, je suis plutôt extraverti et naturellement solaire. Et quand j'ai des relations toxiques autour de moi, mon énergie s'éteint, Mm. je ne parle plus. Ah oui. Et c'est le moment où, en fait, chez moi, quand je parle pas, et quand j'ai de la fatigue, donc c'est un Mm. élément qui se rejoint, je l'expliquerai après Mhm. en énergie pourquoi, et aussi ce côté j'ai plus rien à dire. Ah oui. Quand j'ai plus rien à dire, c'est le moment où, en fait, chez moi, le lien du sens et de l'envie de partage s'éteint. Je sais qu'il y a quelque chose à modifier Ouais. à cet endroit-là. Alors, pour comprendre dans quoi on est dans une relation toxique, en énergie, il faut observer les genoux, le dos, la sensation de fatigue dont on parlait et le réveil du matin. C'est là, en fait, où l'énergie est censée être à son apogée. Donc, quand on se réveille le matin, il faut observer, je suis en pleine forme, je suis prêt au taquet, ou à l'inverse, oh là là, je suis encore fatigué, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça veut dire que le corps a lutté la veille contre quelque chose qui n'est pas aligné pour lui. Ah oui, ok. J'ai jamais fait ça. Mm. Attention au matin. Par contre, on m'a déjà dit, donc tu vois, je m'en rends pas compte moi-même, mais on m'a déjà dit, bah tiens, Laurence, quand tu es avec telle personne, t'es pas du tout la même, t'es pas rayonnante, Mm. tu n'as pas la même énergie, t'es toute petite là, et c'est vrai que j'ai cette tendance à l'extraversion, à faire du bruit, à prendre de la place, et bah, on m'a souvent dit que je prenais trop de place. Et donc, C'est vraiment l'élément dont tu viens de parler. ouais. En fait, à aucun moment, qui que ce soit, Mm. à qui que ce soit, on ne doit dire tu prends trop de place. Ouais. La personne, en fait, n'a qu'à prendre la place qui est la sienne, Mhm. tout simplement. Parce que c'est souvent un complexe d'infériorité qui vient être projeté sur l'autre pour que l'autre prenne moins de place et vienne un peu de choper la lumière. Moi, j'appelle Mhm. ça les voleurs de joie et les voleurs de lumière. Ouais. Et ça se sent souvent quand et comment? Au niveau du plexus solaire. On commence à avoir moins faim, on commence à avoir des problèmes d'intestin. Et donc, tout ce genre de signaux-là, ça indique qu'il faut chercher le toxique. Ok. Le n'étant pas forcément un homme, hein, c'est Oui, important oui, parce oui. qu'il y a un moment, il faut quand même le dire aussi. Mais c'est vraiment de trouver l'indice de toxicité. Et comme je disais tout à l'heure, parfois on est son propre toxique. C'est important de vraiment Et bien le comment, considérer. ouais, comment on peut détecter qu'on est soi-même son propre toxique? C'est de l'autosabotage, tu parles? C'est pas de l'autosabotage. Ok. C'est, première chose, un manque d'estime de soi. Ok. 2, un manque de confiance en soi. Ok. Et 3, qui est le pire, c'est je me raccroche à me dire que j'ai des problèmes de confiance en moi. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'avoir un problème de confiance en moi m'empêche de rayonner et je vais dire ah oui, mais c'est parce que j'ai un problème de confiance en moi que je ne peux pas faire. Non, la confiance en soi, c'est une compétence. Mhm. C'est apprendre à répéter une Mhm. action Mhm. qui nous permet d'avoir plus de feedback et de background en disant j'y suis un peu mieux Ouais. arrivé. Tout à fait. Et donc là, on arrive à une confiance en soi qui est bonne. Ouais. Mais parfois, les gens préfèrent entrer dans ce qu'on appelle 45 guillemets avec ça, le mode victime, Mhm. et donc de rester dans une situation dans laquelle ils n'ont pas envie de s'élever, parce qu'elle les confronterait à changer. Mhm. Et le risque, là, s'ils sont autotoxiques, c'est pas trop un problème. Mais c'est que quand on est entouré de personnes comme ça, on les détecte pas parce qu'on se dit « Oh, mais pauvre personne, t'as vu ce qui lui est arrivé par son passé, etc. » Oui, mais qu'est-ce que tu en fais? Mhm. Qu'est-ce que tu en fais? Et à ce moment-là, on peut détecter si la personne non pas va vouloir s'élever avec une personne, par exemple comme toi, Laurence, qui aide à accompagner des personnes. Toi, Catherine, tu as une bienveillance de dingue. Quand tu parles avec quelqu'un, on se sent toujours mieux. Donc, on va pas sentir à ce moment-là un effet toxique. Mais par contre, des personnes qui vont peut-être vous dire oui, mais toi, tu es trop, tu prends trop de place, tu as trop d'ambition. Mhm. Eh bien, en fait, alors je vais être un peu cash, mais Mais facile. dégage, va t'apprendre tes ambitions en Ouais. fait, tu vois, et reviens à qui tu es parce que c'est à ce moment-là où tu vas rayonner. Le monde a besoin de gens qui rayonnent positivement. On manque cruellement de gens qui rayonnent avec de l'ambition positive, avec de la bienveillance et du partage. On a beaucoup trop de gens qui sont oui, mais gna 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 gna, et ça c'est vraiment pénible. Donc moi j'ai envie de vous dire, prenez vos places. Le monde n'attend que ça. J'ai deux Vas-y. questions. Oui, la première, est-ce que
tout le monde a un peu de toxicité en soi, de niveaux différents. Et est-ce qu'on peut aussi avoir été une personne ultra toxique et ne plus l'être? La vraie question, Laurence, tu dirais quoi? On va répondre tous les deux à cette question-là, c'est hyper important. Moi, je dirais que oui, parce que quand on reprend ce qu'on disait au départ dans l'explication de la relation toxique, tu peux être toxique pour quelqu'un, mais pas du tout l'être pour l'autre. Donc, c'est à chaque fois pour moi la relation. Et je pense que quand la toxicité n'est pas trop importante et qu'il n'y a pas derrière de la malveillance pure, etc., que c'est juste parfois trop d'attachements qui peuvent amener à une certaine toxicité dans la relation, j'ai l'impression que ça peut un peu, avec un nouveau cadre, tu vois, se calmer. Mais si c'est trop loin, si c'est trop fort, il n'y a pas photo. Je pense que des fois, cette personne-là, elle n'est pas faite pour avec cette personne-là. Et la relation, tu peux danser sur sa tête, elle ne deviendra jamais saine, quoi. Et pour moi, elle doit s'arrêter. Mais ça, c'est ma vision à moi. Je ne sais pas si c'est très thérapeute, hein, mais moi, ça sort de ma vie. Et puis je ne veux même plus en entendre parler, quoi. Je n'ai pas besoin de garder le contact. Hein. C'est un vrai débat parce que moi, j'ai une tendance aussi radicale. Alors, avant, je disais les choses. Ouais. Avant. Ouais. J'expliquais 1 fois, 2 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, quitte à m'épuiser. Et à me dire, oui, mais tu sais, la personne, elle a un potentiel. Donc, si elle comprend ça, elle va changer. Mais quel espoir! Quel espoir! Et j'ai toujours dit que l'espoir était une énergie vide. Ouais. Et donc, quand j'applique mon propre conseil, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, OK, c'est de l'espoir sur un changement. C'est de l'espoir sur quelque chose qui est un potentiel qui existera ou n'existera pas et qui dépend du libre arbitre de la personne en question. Ce que je vois derrière, c'est quoi? Toujours, ça n'a jamais fonctionné. Parce que la personne n'est pas dans une volonté de changement. Ouais, tu parles de l'espoir et je voudrais insister là-dessus parce qu'on a travaillé ça avec Lucas, où ça m'est arrivé de ne pas prendre de décision stratégique ou radicale parce qu'il y avait l'espoir. L'espoir d'un changement, l'espoir d'une amélioration, l'espoir de ça. Et en fait, quand il m'a dit, écoute, tu bouges l'espoir et tu prends ta décision juste sur les faits. Du coup, quand on bouge l'espoir du changement, la vision, elle est complètement différente. Et je ne regrette pas. Se libérer de l'espoir, c'est pouvoir passer à l'action d'une manière immédiate et alignée. À force de se nourrir d'espoir, on meurt de faim. C'est l'adage, il est hyper connu. Et oui, et tout le monde dit j'espère que ça va fonctionner, j'espère d'eux. Non, en fait. Parce que là, tu places une énergie vide et c'est pas j'espère que ça va réussir, c'est ça va réussir. La dynamique et l'énergie qu'on met là-dedans, elle est complètement différente, et notamment dans le business. Hein. Et je donne toujours un adage là-dessus qui est hyper parlant. Quand tu as quelque chose qui est occupé, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer. Ouais. C'est tout simple. Ouais, L'exemple de la place de parking. Quand tu cherches une place de parking et qu'il y a déjà quelqu'un, que ce soit en business ou en privé, qui est en train d'occuper l'espace, il n'y a personne d'autre qui peut rentrer. Et c'est là où est le problème. C'est que quand personne de positif ne peut rentrer et que quelqu'un de négatif, alors que ce soit par temporalité, par croyance ou autre, comme on disait tout à l'heure, il y a une possibilité de changement et la personne doit apprendre à changer. Mais tant que la place est prise, on laisse gangréner quelque chose de négatif. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc, il faut vraiment apprendre à les identifier, à identifier les schémas. Donc, on a parlé du corporel, évidemment, mais on peut aussi entrer sur je dirais sur tout ce qui est éducationnel. Pouvoir travailler sur soi, comprendre quel fonctionnement était bon et quel fonctionnement n'était pas bon. Exemple, nos parents, ils disaient souvent travail, travail, travail. Et maintenant, dans cette génération aussi, on leur apprend quelque chose de vachement plus intelligent qui est rentabilise ton action pour en générer de l'argent. C'est vachement mieux. Échange ton temps contre de l'argent, c'est quelque chose qu'on a tous fait ici. Mais par contre, maintenant, on apprend, avec l'ère de l'IA, à pouvoir automatiser certaines choses et à pouvoir rentabiliser. Parce que le danger de la relation toxique, c'est qu'en fait, on se coupe de l'humain. Et on fait parfois payer le prix du passé à quelqu'un de futur. Autrement dit, je reviens à ma place de parking. J'ai une voiture, elle est super belle. Et puis, relation toxique, elle est griffée, le pare-brise est pété, le pneu crevé, machin, rien ne va. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut observer. La voiture, c'est le reflet énergétique de nous-mêmes. Et donc, si en fait, je me dis après, ouais, mais moi, plus jamais je reprends une voiture parce qu'on me l'a griffée. Plus jamais je rentre dans une relation avec un scorpion, par exemple, parce que tous les scorpions sont. Bon, je suis scorpion, donc je peux y aller. Mais l'idée, c'est
pourquoi tu fais payer à quelqu'un les erreurs du passé? Mhm. Si la nouvelle personne que tu veux, en ayant amélioré ton estime de toi et ta connaissance de toi, tu recommences à faire les mêmes erreurs, c'est que tu n'as rien appris. Ouais, c'est compliqué quand tu as mis ta main sur un feu et que tu t'es brûlé, de recommencer ça, parce que tu ne sais pas détecter si c'est un vrai feu ou un faux feu. Enfin, tu vois ce que je veux Un dire? feu follet. Un feu follet. Mais en mode, ouais, bah, tu t'es fait mal une fois et t'as pas envie d'avoir de nouveau mal. Et pour ça, une Ouais. clé qui est immense, et Dieu sait qu'elle est difficile pour moi, c'est la discipline. Parce que dès qu'on enlève, ouais, c'est une vraie clé. En fait, dès qu'on arrive à observer dans les faits et sortir de l'émotionnel, parce que c'est l'émotionnel qui te fait croire que la personne, elle a changé. C'est l'émotionnel qui te fait croire que, oh, mais ça va aller. Alors qu'en fait, si tu observes juste les faits, tu n'auras pas besoin de contrecarrer ton émotionnel en espoir, mais plutôt te dire, mais waouh, t'as vu la personne comme elle a changé, Mhm. t'as vu factuellement comme elle fait ça, elle fait ça. Et donc c'est là où, pour moi, il y a beaucoup plus de sens à entrer dans des relations objectives et l'émotionnel naturellement se déploie, Mhm. pas l'inverse. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est génial d'avoir un entourage qui est sain, qui est porteur, qui est dynamique, qui nous aide du coup à construire ce qu'on a envie de construire. Et quelles clés on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent pour se créer cet entourage sain? Est-ce que ce serait peut-être déjà de nettoyer? Mais en fait, avant de nettoyer, je pense qu'il faut savoir qui on est. Ok. Parce Oui, que moi, je veux ça bien démarre de nettoyer. nous, en fait. Bah oui, c'est Ouais. ça. De nouveau. Le nettoyage est une étape hyper importante. Mhm. Mais si tu te connais pas, Mhm. moi, par exemple, j'ai toujours pensé que j'étais incapable d'organisation. Mhm. C'est tout simple, parce Oui, qu'on oui. me l'a répété. Mhm. Ouais, mais t'es pas organisé. Ouais, mais machin, t'es bordélique, et ainsi de suite. Donc, je l'ai toujours cru. Et puis, j'ai fait un peu de travail de développement personnel. Et j'ai fait notamment la numérologie, où dans la numérologie, en fait, j'ai, dans ma volonté profonde, de l'ordre. Ok. Et mon nombre de force est la capacité à mettre du sens dans un cadre. Mhm. Donc ça veut dire amener la personne à trouver du sens pour elle, et donc aussi pour moi, Mhm. à travers un cadre bienveillant et positif. En fait, je me dis, si tout le monde fait ça, tout le monde va mieux. Et tu fais référence à la numérologie, vu que tu es expert là-dedans. Un peu. Est-ce que on peut détecter que telle personne avec tel chiffre dans, je sais pas moi, sa date de naissance, dans le jour où il est né, dans le mois ou quoi, a une tendance à attirer à soi des relations toxiques ou à les créer ou à les vivre, enfin, peu importe. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bon ou de mauvais Ouais. chiffres. Par contre, Ouais. on a quand même quelques indices sur, quand on regarde ce qu'on appelle une grille d'inclusion, Ouais. c'est-à-dire la représentation transformée du nom et du prénom à travers le code des 9 chiffres. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une grille d'inclusion, je vous invite évidemment à suivre les formations de Lucas ou vous trouverez la formation sur Google. Évidemment, et si besoin, vous pouvez mettre en commentaire votre nom, votre prénom, et on peut interagir pour pouvoir trouver là où se situent vos excès, là où se situe votre équilibre et quel mécanisme vous avez parfois mis en place Mhm. en fonction de qui vous aide. Et donc ça, évidemment, vous commentez, on en parlera avec grand plaisir. Ce que je voulais dire par là, c'est que aucun chiffre n'est bon, aucun chiffre n'est mauvais. Mais par contre, il y a des mécanismes défensifs qui peuvent se mettre. Je te donne un exemple, Laurence. Tu es né un 18. Mhm. Le 18, c'est l'extrême générosité. Mhm. Or, n'y a-t-il pas quelque chose de plus toxique que l'excès de générosité pour soi et pour l'autre? Ouais. Si tu donnes trop tout le temps à quelqu'un, il va dire Mhm. ouais mais ça va, moi je t'ai rien demandé. Hein. Ouais. Ou à l'inverse, toi tu vas t'épuiser, tu vas dire mais je ne fais que donner Ouais. et au final c'est Je quand ne que je reçois reçois. rien. Ouais, c'est Voilà. ça. Alors si on donne, Catherine, toi t'es né un 16, Oui. bah, le 16 c'est je fais mes choix en fonction de qui je suis. Mhm. Eh bien le réflexe du 16 va vouloir toujours aider l'autre pour que l'autre soit bien. Mais l'autre il va te répondre à nouveau. Bah, moi, je t'ai rien demandé. Et puis toi, tu vas dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Bah, en fait, tu n'as pas besoin de t'améliorer. Tu es déjà bien. C'est moi qui deviens toxique, du coup. Si je pousse, tu vois. dans le Exactement. Et c'est là où je vous disais, les personnes ne sont pas toxiques. Les personnes ont des comportements Mhm. qui peuvent devenir toxiques, parce que ce n'est pas aligné avec la vision et la valeur et l'engagement qu'on Mhm. cherche. C'est ça qui est un vrai enjeu. Donc, je dirais, ouais, il n'y a pas de bons ou de mauvais chiffres, mais par contre, pour moi, c'est la connaissance de soi qui est hyper importante. Et effectivement, moi, j'ai envie de te dire, quand tu parlais de nettoyage, les poubelles se sortent toutes seules. Mhm. Dès que
On Ça peut est faire des dégâts, tu vois. évidemment, C'est ça, le mais problème. lesquels? En fait, c'est des dégâts qui ne font qu'une chose, c'est être reportés. Parce que quand tu regardes une relation toxique, moi, le seul truc dans la vie qui me drive, c'est de profiter de chaque instant. Si je suis dans une relation toxique avec quelqu'un, qui va me rendre le temps que j'ai perdu? Parce qu'on soit clair, hein, Mhm. quand tu es dans une relation toxique, c'est jamais le toxique qui te paye les consultes pour pouvoir Mhm. récupérer qui tu es et de remonter ton énergie. Parce que les relations toxiques, ça peut te mener parfois pour aller pas trop loin, mais dans des dépressions profondes. Mais on peut aussi dire parfois des envies qui sont pas hyper cool. Donc je dirais investir en soi, tu sais, un peu comme on dit, avant de démarrer quelque chose, à faire un peu une étude de soi, se lancer et avancer. Donc je dirais, pour commencer à se connaître, je pense qu'aux alentours de l'adolescence, c'est pas mal. Parce que c'est le moment où on nous demande de faire des choix qui sont hyper importants. Mhm. Tu veux faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que tes parents attendent de toi? Et toi, tu sais même pas ce que tu attends de toi. Mhm. Toi, à la base, tu voulais juste être millionnaire et profiter. Parle de moi. Et toi, Catherine, ce serait quoi ton conseil? Parce que tu parlais tout à l'heure que tu avais identifié chez tes fournisseurs de la toxicité. Mm. On a parlé donc de connaissance de soi. Laurence a parlé de nettoyage. Moi, j'ai laissé aussi aller sur le vide. Il y a un conseil où tu te dirais, mais tiens, parce que tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui était de l'ordre de l'organisation. Maintenant, j'agis comme ça. Oui. Tu dirais quoi à une personne qui tient à une relation ou à une situation toxique pour qu'elle s'en sorte? Euh, Ici, évidemment, moi, j'ai compris, donc je me suis remise en question et je me dis comment est-ce que je peux faire pour ne plus tomber dans ce travers-là, tu vois. Donc, c'était avec l'histoire de la cliente. Ok, mais ça m'a énervée. Donc, je ne reste pas là-dessus. Je ne me dis pas, je veux que ça arrive encore une deuxième fois. C'est hors de question. Donc, pareil avec le fournisseur. Moi, il ne me le fera qu'une fois, pas deux fois. Donc, tout de suite, moi, je me remets en question et comment est-ce que je peux faire pour ne plus que ça m'arrive, tu vois. Mais je ne pense pas que tout le monde va pouvoir se faire ce genre de réflexion. Donc, si je résume, Peut-être jouer à la Calimero et dire pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps et rebelote avec un autre fournisseur ou avec un client ou avec quelqu'un de son entourage. donc, si je résume ce que tu dirais, le meilleur conseil pour pouvoir se sortir d'une relation toxique, c'est d'agir tout de suite, radicalement et organisé. J'adore le mot se mettre en action, hein. Moi, Ça te drive, hein. ah oui, oui, j'ai besoin de ça. Si je reste comme ça à attendre le tram 4, bah, il n'y a jamais rien qui va se passer. Limite, je vais m'enfoncer. J'ai Attendre le besoin- tram 4. Oui, c'est une expression C'est une- vieux. Mais le tram est de retour à Liège, hein, tout va bien. Mais là, tu parles de choses, de relations fournisseurs. Je pense que c'est très simple. Mais dans l'amitié, dans même l'amitié professionnelle, tu vois, sans qu'il y ait cette relation fournisseur, est-ce que tu sais faire, bam? Le fameux associé. Oui, oui, ça peut être associé, ça peut être ami professionnel ou ce genre de choses. Est-ce que tu arrives à avoir la même facilité de une fois pas deux, basta? Alors, je ne coupe pas les ponts, mais par contre, ça rentre et ça sort. Ah oui, toi, tu mets un filtre alors. Oui, Ok. clairement. Par Ok. contre, je suis une personne hyper rancunière, donc il ne faut pas que... Ça rentre et ça sort, mais j'oublie rien. C'est ça que tu viens de nous dire. Mais J'adore. par contre, me faire vraiment mal, quelque chose de grave, parce que le fournisseur, il n'a rien fait de grave, la cliente non plus. Mais quelque chose de grave, par contre, là, je coupe les ponts, mais net du jour au lendemain. Et on peut essayer de revenir vers moi. Non, c'est clairement fermé. On peut dire qu'on a tous les deux un côté très radical sur la relation, apparemment. Bon, dès qu'on a décidé de couper. Mais je crois que si on est honnête avec les personnes qui nous écoutent, je pense qu'on a tous les trois énormément de patience. Et je pense que c'est un enjeu extrêmement puissant, mais aussi toxique, que la patience. Parce que dans les relations, en professionnel, on va attendre le meilleur de l'autre. Ça, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai identifié chez moi, c'est que je parle du potentiel de la personne. Et au fur et à mesure du temps, il y a de la déception qui se crée. Jusqu'au moment où il y a la déception. Mhm. Et c'est la déception chez moi qui vient, en fait, à un moment, c'est bon, en fait. Tant Mhm. pis. Mhm. Et je crois que c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que moi, j'attends la 19e ou la 20e déception en général. Maintenant, j'ai réduit. J'ai réduit ce truc-là. OK, mais aussi m'exprimer, parce que ça, c'est important de le Mhm. dire. La première clé, donc, c'est sortir de l'attente, mais la deuxième chose, c'est aussi de pouvoir dire à la personne ce que j'attends de toi, ce que je souhaiterais recevoir, c'est ça.
Et la personne, si à ce moment-là, elle décide de ne pas entendre ou de ne pas écouter ou de continuer d'agir, là, à ce moment-là, on a des indices, je dirais, de toxicité relationnelle. Mais je rappelle que toutes les personnes ne sont pas toxiques parce qu'il y a une grande mode pour le moment qui est les pervers narcissiques au travail, les épuisements. Et c'est là où est le problème, c'est que les personnes qui sont réellement dans une relation ultra toxique type pervers narcissique, c'est ultra rare. Mhm. Mais ça existe. Et c'est souvent ceux qui ne le sont pas Mhm. qui pensent l'être parfois. Mhm. Ça, c'est hyper parlant parce que, ah oui, mais je me remets en question et je vois que cette personne m'a dit, bah oui, c'est vrai, je suis toxique. Ok, j'ai un comportement toxique, j'ai une habitude toxique, mais je peux la changer. Un vrai pervers narcissique, il est dénué d'émotions, ils vont faire du mal pour faire du mal. On est bien d'accord que c'est quand même rare. Oui, c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est quand même une tendance assez... Mon ex est un pervers narcissique. Tu entends ça partout, effectivement. Ok. Est-ce qu'on a encore un conseil à donner? Ouais. Je dirais que pour 2026, vu qu'on entre dans un nouveau cycle, où on va être basé sur qui on est, ce qu'on est, le meilleur conseil à donner, c'est d'investir en soi avant quoi que ce soit d'autre. Investir dans des formations, investir dans la connaissance de soi et de savoir ce que les formations qu'on va faire vont nous apporter. Mhm. Je pense que c'est le meilleur conseil pour 2026. Que les personnes sont ouvertes à vouloir changer aussi. Mhm. C'est ça le Ça, problème. c'est le vrai truc. Ouais. Et quelque part, si dès qu'une personne n'est pas ouverte à apprendre qui elle est et à augmenter sa capacité humaine, je pense qu'à ce moment-là, on parle de toxicité. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir encore écoutés, regardés surtout. Merci de partager, commenter, liker. Surtout, Lucas vous a promis de répondre si vous parlez. De la grille d'inclusion en numérologie. Voilà. Donc, on vous retrouve pour le prochain numéro sur Et si on osait? Et ciao!